Bon, autant attaquer le projet de base lunaire. Hein. Après l'IBI, au lendemain de Roswell, alors je vous signale tout de suite que ça va être très long aussi à lire. Peut-être 40 minutes, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes comme la dernière fois. Et je vais les lire aussi. De toute façon, il y aura encore un troisième. Après, j'arrêterai là. Hein, je pense que ça sera déjà costaud. Parce que c'est des chapitres complets que je dis. Donc je vais le faire au lendemain de Roswell, contact extraterrestre. D'accord. Colonel Philippe J. Corso. Avec William J. Burns. Et je me suis dit, je vais le lire parce que là, c'est le projet base lunaire et c'est très, très intéressant. Hein. Comme on sait que dessus, il y a plein de trucs, tout ça. Là, vous allez voir le truc. Vous allez rentrer encore plus dans le détail. J'attaque parce que ça va être très long. Le projet de base lunaire. Chapitre 11. Je considère comme étant d'une importance cruciale pour l'avenir de l'armée des États-Unis le développement rapide du projet d'établir un avant-poste lunaire. Cet avis semble partagé par le chef d'état-major vu son approbation enthousiaste du lancement de cette étude, écrivait le général Trudeau au chef d'ordonnance en mars 1959 en appui au projet Horizon. De l'armée un plan stratégique pour déployer un avant-poste militaire à la surface de la Lune. Il s'agissait de la réponse la plus ambitieuse de l'armée à la menace extraterrestre et à mon arrivée au Pentagone. C'était l'un des projets qui me furent confiés par le général Trudeau pour que je le fasse avancer. Phil, les ingénieurs de la NASA prennent le contrôle de tout le secteur du lancement de fusées, me dit-il, et l'armée n'obtiendra même pas les miettes restées sur la table. Je venais tout juste de quitter la Maison Blanche lorsque fut votée la National Aeronautic and Space Act en 1958. Et je savais ce qu'il présageait et transférer la responsabilité de l'espace à une agence civile censée réaliser les promesses de démilitarisation de l'espace faites par les États-Unis à d'autres pays. Tout le monde était d'accord pour dire que l'objectif était louable. Démilitariser l'espace afin que des pays puissent explorer l'espace et effectuer des expériences sans risquer de perdre leurs véhicules spatiaux ou leurs satellites à cause d'activités hostiles. Pour les États-Unis et l'URSS, cette entente signifiait que nos astronautes et cosmonautes respectifs ne se feraient pas la guerre entre eux. Excellente idée. Or, quelqu'un oublia de le dire aux extraterrestres qui violaient l'espace aérien de notre planète depuis des décennies, sinon des siècles. Millénaires. Encore plus. Et qui avait déjà établi une base d'opération sur la Lune. Pour le général Trudeau, oui, et une bonne partie du commandement militaire américain, la capacité des soviétiques de placer facilement en orbite des véhicules comportant des cosmonautes à une grande charge utile était une perspective terrifiante, à moins que les États-Unis se créent leur propre programme de lancement et n'entendent leur surveillance par satellite. L'armée croyait qu'elle céderait à l'Union soviétique un avantage stratégique important. En 1960, nous atteignons un point critique. En raison de la durée des développements et du temps nécessaire pour mettre en branle les programmes qui commencèrent trop tard au cours des années 60, seraient absolument désuets en 1970, date où l'on s'entendait à ce que les soviétiques étaient établi leur présence dans l'espace. Comme dans le programme U2, le cas, nous avons eu un autre objectif qui nous importait davantage que de surveiller la capacité des soviétiques à nous menacer par des missiles nucléaires depuis l'espace. Nous étions aussi très conscients de la possibilité qu'un pouvoir terrestre dominant conclût séparément un traité avec des extraterrestres. Il y avait un précédent. Staline avait négocié un pacte de non-agression avec Hitler, ce qui avait permis aux Allemands de stabiliser le front oriental et d'envahir l'Europe occidentale. Nous ne voulons pas voir Khrouchtchev acquérir dans l'espace un pouvoir si absolu que les extraterrestres consentiraient volontiers à une entente garantissant aux deux parties une certaine liberté pour dominer les affaires politiques de notre planète. L'hypothèse pouvait sembler paranoïaque dans les années 1990. Mais à la fin des années 50, c'était exactement la pensée de la communauté du renseignement militaire. Les inquiétudes du général Trudeau étaient celles qui connaissaient la vérité sur la présence extraterrestre autour de notre planète et sur la capacité de ces êtres à surgir
inopinément dans notre ciel, comme il l'avait fait à Roswell en 1947 à Washington. Et à Washington DC en 1952, oui, ainsi que dans les nombreux autres endroits de la planète. Alors attention, il y a peut-être aussi une technologie militaire allemande derrière, hein, parce qu'il faut oublier qu'ils étaient là avant. Quand tu relis les programmes spatiaux secrets, nous ne savions pas si l'une de ces observations pouvait être le prélude à un atterrissage en force ni sur une invasion n'était pas déjà commencé. Si transformer le gouvernement soviétique en un État client doté d'une armée de substitution, nous ne pourrions pas vérifier leur capacité de coloniser notre planète, de s'approprier nos ressources naturelles, ou si l'imitation de bétail, vous avez bien entendu, mutation de bétail, hein, parce qu'après il y en a qui croient toujours que c'est des sectes et tout, bref. Ouais. Et les enlèvements étaient véridiques, de conduire en toute impunité une expérience organisée ou une évaluation des formes de vie existant sur la planète, sur une planète, ou cette planète plutôt. En l'absence de toute information pouvant éliminer nos craintes, les militaires avaient l'obligation de projeter le pire scénario possible. C'est pourquoi l'armée a insisté pour réaliser le projet Horizon. Il nous fallait absolument un plan. Les documents du projet exprimaient clairement nos inquiétudes. Nous devrions être les premiers à établir sur la Lune un avant-poste militaire pleinement armé, car si les soviétiques réalisaient cet objectif avant nous, nous serions dans la position de devoir attaquer ou sécuriser une position militaire. Nous préférons défendre une enclave solidement fortifiée plutôt que d'en attaquer une. Notre avant-poste devait être assez solide pour soutenir une attaque et comporter suffisamment de personnel pour effectuer des expériences scientifiques ainsi qu'une surveillance continue de la Terre et de son espace aérien. Au début, selon le général Trudeau, l'avant-poste devait être d'une taille suffisante et contenir assez d'équipements pour permettre la survie d'au moins 10 à 20 employés à une activité constructive modérée de leur part. Il devait permettre l'expansion des installations permanentes ainsi que le réapprovisionnement et la rotation du personnel afin de garantir une occupation soutenue et maximale. Le général voulait non seulement que cet avant-poste constitue une tête de pont sur la Lune, mais qu'il soit permanent et puisse se soutenir lui-même pendant de longues périodes sans aucun apport terrestre. Par conséquent, la conception et l'emplacement étaient critiques et requérait, selon l'armée, une station de triangulation dotée d'un système de surveillance spatiale Lune-Terre qui permettait petit 1, la communication avec la Terre et une observation optimale de notre planète, petit 2, des voyages de routine entre la Lune et la Terre, de toute façon, petit 3, la meilleure capacité exploratoire possible du secteur immédiat de la surface lunaire, de longues expéditions d'exploration et plus importante encore du point de vue militaire, petit 4. La défense militaire de la base lunaire. Le principal objectif de l'armée était d'établir la première installation habitée permanente sur la Lune, rien de moins. Le potentiel militaire de la Lune était primordial, mais la mission permettait tout aussi bien une évaluation continue du potentiel commercial et scientifique de notre avant-poste. L'armée désirait que le projet Horizon serait conforme à la politique existante d'exploration spatiale, mais en ce qui concernait la démilitarisation de l'espace, c'était toutefois difficile parce que nous tous qui, dans les services militaires, avions été en contact avec le dossier Roswell, croyons déjà faire l'objet d'une forme d'attaque. La démilitarisation de l'espace signifiait simplement que nous faisions le jeu d'une civilisation qui avait manifesté des intentions hostiles à notre endroit. Nous nous rendions compte également que le fait d'établir ouvertement une présence militaire dans l'espace encourageait les soviétiques à nous imiter et aurait pour résultat une course aux armements dans l'espace qui exacerberait les tensions de la guerre froide. Dans l'espace, les armes seraient peut-être plus difficiles à contrôler et les chances d'un échange militaire accidentel pourrait facilement précipiter une crise sur la Terre. Ainsi, tout le problème de l'établissement d'une présence militaire dans l'espace était un véritable casse-tête. Le projet Horizon constituait la tentative de l'armée pour atteindre des objectifs militaires dans le contexte de la politique gouvernementale de la démilitarisation de l'espace. L'armée faisait face à un autre obstacle, celui posé par les membres du groupe du travail de Roswell, dont l'activité s'accomplissait toujours dans le plus grand secret. Le groupe était d'avis, avec raison, que toute expédition spatiale militaire indépendante, particulièrement dans le but d'établir un avant-poste sur la Lune, risquait très probablement de rencontrer des extraterrestres.
Rien ne garantissait qu'un échange militaire n'aurait pas lieu lors de cette rencontre, ou tout le moins qu'un rapport militaire s'ensuivrait. Même si ce rapport était gardé secret, il était hautement improbable, compte tenu de la bureaucratie militaire et de la présence d'une supervision législative, que la presse ne soit pas mise au courant de cette rencontre militaire avec des extraterrestres. Ainsi, la prémisse du groupe de travail ainsi que toute sa mission dans le camouflage de notre découverte de formes de vie extraterrestres visitant et probablement menaçant la Terre serait réduite à néant, et des années d'opérations réussies se termineraient en queue de poisson. C'est pourquoi le groupe de travail préférait voir l'exploration spatiale entre les mains d'une agence civile, dont la bureaucratie serait beaucoup plus facile à contrôler et le personnel serait trié sur le volet par les membres de ce même groupe. Tout était donc en place pour une lutte bureaucratique byzantine entre les membres d'une même organisation mais possédant différentes habilitations de sécurité, différents objectifs et même une connaissance haute de ce qui s'était produit au cours des années précédentes. Sous-jacente à tout cela, la présomption voulait que la population civile du monde n'était pas prête à apprendre la vérité sur l'existence des civilisations extraterrestres et sur la menace que celles-ci constituaient sans doute pour la vie terrestre. Est-ce qu'en France, on est vraiment pris à une civilisation extraterrestre? Ça m'étonnerait parce que vu ce qu'on voit, tout ce qu'on voit les activités, donc, bref, on est... Je crois qu'on a encore des années-lumière. Non mais, c'est infernal ici. Le général Trudeau était toujours aussi courageux. En Corée, je l'avais vu charger Pork Chop Pile sous une attaque ennemie si intense que les soldats qui s'étaient portés volontaires pour monter sur la colline avec lui croyaient qu'il ne suffirait pas. Il ne pouvait pas le laisser aller là tout seul, ce qu'il était prêt à faire quand il jeta son casque et prit celui d'un sergent blessé. Il chargea son arme automatique en disant « J'y vais, qui vient avec moi ?» Et on avait un peu le même regard quand il me tendit le rapport avec le projet Horizon. « Nous y allons, Phil, me dit-il, et c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Lorsque les partisans de l'agence spatiale civile dirent à l'armée que toutes les questions soulevées par les militaires quant au besoin d'établir une présence sur la Lune en premier seraient réglées par des missions civiles, le général Trudeau fit valoir que les plans civils ne comportaient pas explicitement l'établissement d'une base lunaire, mais uniquement la possibilité d'un avant-poste dans l'orbite terrestre qui pourrait ou ne pourrait pas servir de station de relais pour des vols vers la Lune ou vers d'autres planètes. De plus, le temps nécessaire à la construction d'une station orbitale rendrait celle-ci désuète, avant même qu'elle ne soit la planche à dessin. Par ailleurs, vers la fin de l'administration de Eisenhower, le général, que je reconfirme quand même que Laura Eisenhower, son arrière-petite face, sa petite fille maintenant, je veux dire, elle est toujours là et elle parle des programmes sociaux, tout ça. Bon, bref, du nouvel ordre mondial, les extraterrestres, bon, à l'heure actuelle. Et oui, il faudrait peut-être faire des petites recherches, vous allez voir, avec la traduction, tout ça en français. Le général Trudeau affirma aux scientifiques du comité consultatif présidentiel sur l'aéronautique et l'espace que l'on ne pouvait pas faire confiance à un agent civil pour accomplir une mission militaire. Cela ne s'était jamais vu dans le passé et ne produirait pas non plus dans l'avenir. Si l'on voulait effectuer une opération militaire, seuls les militaires étaient qualifiés pour la réaliser. Le président Eisenhower comprenait bien ce genre de raisonnement. À la fin des années 50, la Maison-Blanche avait réclamé du général Trudeau des précisions sur la politique de recherche et développement de l'armée concernant le projet Horizon et lui avait demandé pourquoi, spécifiquement, les militaires avaient besoin d'être présents sur la Lune et pourquoi également une mission civile ne pouvait pas réaliser la plupart des objectifs scientifiques. Alors, c'était l'époque où la Maison-Blanche appuyait la National Aeronautic and Space Act et soutenait la création de la National Aeronautic and Space Administration, NASA. NASA, nazi. Je crois que, bon. Le général Trudeau avait prétendu qu'il ne pouvait pas présenter immédiatement toute l'étendue du potentiel militaire, mais écrit-il dans son rapport, il est probable que l'observation des véhicules terrestres et spatiaux que depuis la Lune se révélera très avantageuse. Plus tard, il écrivit qu'une surveillance spatiale lune-Terre par triangulation, autrement dit en utilisant un point de référence sur la Terre et un autre sur la Lune pour repérer les positions des missiles, satellites ou vaisseaux ennemis,
aurait une plus grande portée et une plus grande précision d'observation. Au lieu de n'avoir qu'un seul point d'observation, nous aurons un angle supplémentaire car nous aurons sur la Lune un autre point d'observation. C'était particulièrement le cas pour les missiles lunaires et martiennes projetés par la NASA dès 1960. Il affirma que les types de réseaux terrestres de pistage et de contrôle qui étaient alors au stade de la planification étaient déjà inadéquates pour les grandes opérations spatiales, elles aussi au stade de la planification chez les agences civiles. Il était donc absurde de dépenser de l'argent pour développer des réseaux de contrôle et de communication qui seraient désuets quant au but même de leur conception. Les communications militaires seraient améliorées incommensurablement par l'utilisation sur la Lune d'une station relais dont la portée serait plus étendue et qui se révélerait sans doute plus résistante aux attaques lors d'une guerre classique ou nucléaire se produisant sur la Terre. Par ailleurs, le général Trudeau possédait la vraie bombe surprise, l'emploi du système d'armement basé sur la Lune contre la Terre ou des civils spatiales pourrait s'avérer réalisable et désirable, écrit-il au chef de l'équipement militaire, révélant pour la première fois qu'il croyait à l'instar de Douglas MacArthur que l'armée pourrait être appelée à mener une guerre autant dans l'espace que sur la Terre. Le général Trudeau entrevoyait qu'un réseau de communication basé sur la Lune posséderait un avantage avant le repérage des missiles téléguidés lancés de la Terre, mais il se rendait compte également que de telles armes pourraient être lancées de l'espace et non seulement par des gouvernements terrestres, mais aussi par des vaisseaux extraterrestres. Il ne faut pas oublier que lors de l'atterrissage de l'Apollo 11, en 69, Armstrong et compagnie, ils ont vu des vaisseaux énormes. Énormes. Quand je dis énorme, ça c'est dans le programme spatial secret. Ils en ont vu 5-6 autour d'un cratère. Et en plus, ils étaient menaçants. D'accord. Parce que je pense à ça, un vaisseau extraterrestre. Bon, bref. C'est pour ça qu'ils n'y vont plus dessus depuis 1972. À ce moment, je me retape tous les films Transformers. Et comme par hasard, c'est ce qu'il dit dans ces films. Bon, bref, il y a plein de codes dans ces films Transformers. Bon. Alors, il y en a qui vont dire ça reste un film. Oui. Aussi, ouais, d'accord, mais bon. C'était ce projet de base lunaire, croyait-il, qui serait en mesure de protéger les populations civiles et les forces militaires terrestres d'attaques éventuelles lancées de l'espace ou de l'orbite terrestre. En outre, une initiative de défense basée sur la Lune avait une caractéristique supplémentaire. Une puissance militaire basée sur la Lune serait fortement dissuasive d'une guerre à cause de l'extrême difficulté de point de vue de l'ennemi d'éliminer notre capacité de représailles, supposait-il. Toute opération militaire sur la Lune serait difficile à contrer par l'ennemi si nos forces y étaient déjà présentes et si elles avaient les moyens de s'opposer à un atterrissage ou de neutraliser toutes les forces hostiles qui toucheraient le sol. De plus, me dit le général, ce serait le cas quelles que soient ces forces hostiles, soviétiques, chinoises ou extraterrestres, évidemment. La situation serait toutefois inversée si l'on permet à ces forces hostiles d'arriver en premier. Elles pourraient contrer militairement nos atterrissages et tenter de nous interdire politiquement l'usage de leurs propriétés. L'armée apparentait le développement d'une base lunaire à la construction de la bombe atomique. Une énorme quantité de ressources appliquées à une mission particulière, un secret complet sur la nature de cette mission et un programme urgent pour le compléter avant la décennie suivante. Selon le général Trudeau, l'établissement de cet avant-poste devait être un projet spécial ayant propriété, tout comme le projet Manhattan et la Deuxième Guerre mondiale. Une fois établie, la base lunaire serait opérée sur le contrôle d'un commandement spatial unifié, ce qui constituerait une extension de la politique militaire courante de commandement et de contrôle. L'espace, plus spécifiquement, une sphère imaginaire englobant la Terre et la Lune, serait considérée comme un théâtre militaire gouverné par les règlements militaires en usage. Le contrôle de toutes les forces militaires américaines par un commandement unifié avait déjà été en vigueur à la fin des années 50, de sorte que le plan de général Trudeau pour un commandement spatial unifié ne faisait pas exception à une pratique courante. La seule différence était que les généraux ne voulaient pas que ce commandement militaire unifié exerce son autorité uniquement sur la base lunaire, mais qu'il s'étende aussi au contrôle et à l'utilisation exclusive des satellites militaires, des véhicules spatiaux militaires, des systèmes de surveillance spatiale et de tout le réseau logistique installé pour soutenir ces atomes militaires. Pour le général, il aurait été désastreux non seulement pour notre prestige national, mais aussi pour notre système démocratique d'arriver derrière l'Union soviétique dans le déploiement de l'entretien d'un avant-poste lunaire permanent.
Selon Arthur Trudeau, l'Union soviétique projetait d'installer une base lunaire au milieu des années 60 et de la déclarer territoire soviétique. Il croyait que si les États-Unis tentaient alors d'atterrir sur la Lune, particulièrement s'ils voulaient établir une base d'opération, la propagande soviétique ferait de l'événement un acte de guerre, une invasion de territoire soviétique. On présenterait les États-Unis comme un agresseur et notre présence comme un geste hostile. Si les Soviétiques défendaient la Lune comme l'une de leurs colonies ou s'ils constituaient une force de substitution au service des extraterrestres, alors qu'ils auraient conclu un traité militaire, les USA seraient alors en position de faiblesse. Le général Trudeau concluait donc, s'il envisa son chef du commandement de l'équipement militaire qui était la plus haute urgence que l'armée américaine conçoive un plan réalisable pour effectuer l'atterrissage d'une mission habitée sur la surface lunaire dès le printemps 1965. Ouais, mais enfin, il y en avait déjà avant. Et je suis persuadé avec les Allemands. Bon, non, même sur Mars, hein, on va pas commencer à... C'est pour ça que c'est intéressant de faire un lien entre ce livre-là et Programmes spatiaux secrets, parce que tout il se rejoint quand même. Hein. Il y a certaines choses qui se rejoignent, c'est quand même vachement intéressant. Ouais, de ce côté-là, c'est pas mal de faire un point sur les deux. Je trouve que c'est assez... ça se rejoint, quoi. Il y a quand même une sorte de connexion, on va dire. Hein. Et pour établir un avant-poste parfaitement opérationnel vers la fin de 1966... au prix de 6 milliards de dollars, hein, faut pas demander, sur une période de 8 ans et demi. Pour l'époque, c'est énorme. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Les deux premiers astronautes de l'équipe technique devaient poser le pied sur la surface lunaire en avril 1965. Alors déjà, mais bon, en 42, il y en a des autres qui ont été tués. Vous m'avez compris ? Dans une région située près de l'équateur, où sont les études, l'armée croyait que le terrain pourrait supporter de nombreuses installations d'atterrissage et de décollage. SS. Alors, ainsi que la construction d'une structure cylindrique de style maison de ferme, munie de murs tubulaires construits dans une fissure sous la surface et logeant au départ une douzaine de personnes. Les matériaux de construction de l'avant-poste lunaire pesant environ 136 000 kg, bon, se trouveraient déjà sur le site. Où ils auraient été transportés au cours des mois précédents. Selon le plan de l'armée, 76 000 kilos supplémentaires. Kilos. Oui, kilos, 136 000 kilos, mais ça il dit kilogrammes, mais bon. Kilos supplémentaires. Donc on a plus de 200 là. Hein, ouais. Seraient expédiés sur la Lune entre avril 1965 et novembre 1966. C'est intéressant parce que c'est des choses, je ne me souviens plus du tout. Puis entre décembre 1966 et décembre 1967, sur un an, une cargaison de 107 000 kg d'équipement de provisions serait livrée à la base lunaire devenue opérationnelle. Nous voici en avril 1965. Un véhicule transportant 2 astronautes vient de toucher le sol de la Lune. Bien que ce véhicule possède une capacité de décollage immédiat, vous avez bien entendu, hein, nous voici en avril 65, hein, d'accord. Un véhicule transportant 2 astronautes vient de toucher le sol de la Lune. Bien que ce... Et 42, c'était les Allemands, hein, déjà. Alors 69... Bien que ce véhicule possède une capacité de décollage immédiat pour ramener l'équipage sur la Terre, l'observation faite par les astronautes depuis l'orbitaire lunaire a déterminé que le secteur était sûr et qu'il n'existait aucune menace ni de soviétiques ni des extraterrestres. La radio transmet en grésillant les premières instructions à l'attention de l'équipe. Contrôle l'horizon à base lunaire, vous avez l'autorisation pour les premiers 24 heures, affirma aux astronautes. Le centre de commande spatial de Cap Canaveral à Cocoa Beach en Floride. Ils sécurisent alors leur module, lequel ils reçoivent l'autorisation pour des périodes additionnelles. Deviendra leur cabine pour les 2 prochains mois, alors que les équipes de construction arriveront de la Terre pour entreprendre l'assemblage de l'avant-poste lunaire. Il doit s'en passer des choses. Hein. Ça ne m'étonne pas que Bruce de OVNI Québec Astronomie voit plein de choses dessus, hein, des structures, de tout. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses humaines et pas mal de choses extraterrestres aussi. Hein. Il y a de tout. Hein, mais bon, encore là, on est pris pour des illuminés. De toute façon. Ça ne changera pas pour certains. Hein. Ils sont dans la pensée unique. Ceux qui sont dans la pensée unique, ils ne changeront pas. Ces gens-là, ils sont pour les vaccins, ils sont pour les masques. Hein, de toute façon. On a compris. Hein. Cependant, avant même que n'arrive le premier cargo habité, l'équipe
préliminaire confirmera les conditions de la cargaison déjà livrée, peaufinera les études environnementales effectuées par les sondes de surveillance non habitées et vérifiera si les mesures et les conclusions initiales concernant le site lunaire sont correctes. En juillet 1965, un équipage de 9 hommes arrive sur la Lune. Ce qui me fait rire, c'est parce que on est en juillet 65. On n'est toujours pas en 69. Alors. Arrivé sur la Lune pour installer des tubes cylindriques. Ah, c'est incroyable parce que quand j'ai vu Transformer 3, et les sortes, ou le 4, non c'est le 4, le 3, je ne sais plus, le 3. Il y en a eu 5, j'en souviens plus. Enfin 6 avec Bumblebee. C'est le 3, je crois. On voyait des tubes cylindriques sur la Lune. En fait, c'est des piliers, mais bon. Et là, il parle de tubes cylindriques, comme par hasard. Dans la fissure, il y a 2 réacteurs atomiques portables qui alimenteront l'avant-poste. Un certain nombre de facteurs ont influencé la décision de l'armée d'enfoncer les structures principales sur la surface lunaire. Purée, on est en juillet 65, les mecs, je sais pas, les gars, là, les... Enfin, je sais pas, les... Faut écouter, là. Le plus important fut l'uniformité des températures. Mesdames, messieurs, je sais pas, il y a quelque chose qui est incroyable. L'isolation du matériel lui-même, la protection contre une pluie potentiellement dangereuse, des petits météores et de météorites, le camouflage et la sécurité, j'avais déjà tout, et la protection contre les particules du rayonnement cosmique que notre atmosphère empêche normalement d'atteindre la Terre. Les ingénieurs militaires ont conçu des unités d'habitation cylindriques pour qu'elles aient l'apparence et la fonction de bouteilles thermiques. Cylindrique thermos sous vide, thermos, avec un mur double muni d'un isolant spécial. Cette conception thermos empêcherait la perte de chaleur et isolerait ainsi l'unité d'habitation, de sorte que la simple chaleur produite par le système d'éclairage artificiel interne soit amplement suffisante pour maintenir une température agréable à l'intérieur. L'atmosphère sera entretenue par des réservoirs isolés contenant de l'oxygène et de l'azote liquide, et l'humidité résiduelle et le gaz carbonique seraient abordés par des produits chimiques solides et recyclés par un déshumidificateur. Plus tard, quand la base deviendrait permanente et que de nouvelles équipes seraient en rotation, un système de recyclage plus efficace serait installé. L'équipage de construction initiale vivrait dans des logements cylindriques temporaires, tandis qu'il s'ajouterait 6 hommes et davantage de provisions. Comme l'installation permanente, la cabine de construction temporaire serait enterrée dans une fissure sur la surface lunaire. Mais elle serait plus petite que la cabine permanente et ne comporterait aucun laboratoire. Avec les composants déjà expédiés, on a l'impression d'être dans un film ou un jeu vidéo, je ne sais pas, c'est hallucinant. L'équipe de construction assemblerait un rover lunaire de surface, un véhicule creusant des tranchées, semblable à une rétro-caveuse, et un véhicule du type chariot élévateur qui servirait aussi de grue. Avec simplement ces 3 véhicules, croyez l'armée, une équipe de 15 hommes pourrait assembler un avant-poste permanent à partir de composantes préfabriquées. Le plan horizon pour la construction d'installations dans un environnement d'apesanteur et dépourvu d'air, a fini par devenir le modèle pour la construction de la station spatiale soviétique Mir et de la station américaine Freedom. Tandis que la construction de la structure souterraine permanente serait en cours, d'autres membres de l'équipe installeraient les systèmes de communication multi-antennes qui dépendraient des satellites terrestres et géosynchrones pour relier les transmissions bilatérales à partir des stations terrestres. L'équipement lunaire de surveillance et de pistage surveillerait aussi que la Terre en permanence et serait en mesure de repérer tout véhicule orbital provenant de la surface terrestre ainsi que tout véhicule spatial provenant de l'espace et pénétrant dans l'atmosphère de la planète. Les membres de l'équipe communiqueraient entre eux et avec l'avant-poste par des radios intégrées au casque de leur combinaison spatiale. Au moment où l'armée proposa le projet Horizon, les ingénieurs militaires avaient déjà sélectionné quelques sites de lancement au lieu de Cap Canaveral. On choisit un emplacement équatorial car la Terre tourne plus vite qu'à l'équateur, ce qui fournirait une poussée supplémentaire à toute fusée porteuse d'une lourde cargaison. Ce serait donc dans un emplacement secret au Brésil que l'on entreprendrait au Brésil. Okay.
que l'on entreprendrait la construction d'une installation comporterait 8 rampes de lancement et qui hébergerait tout le projet. Le vaisseau spatial serait surveillé et contrôlé depuis les installations de Cocoa Beach, d'où l'armée et la marine lançaient déjà leurs satellites. Nous avons divisé le programme en 6 phases distinctes, débutant par la déclaration de faisabilité initiative de juin 1959. Voilà, alors on descend en arrière, qui fut écrite en réponse à la première proposition du général Trudeau et qui devint la phase 1 de tout le plan. La phase 2, dont la fin était prévue pour le début de 1960. Alors que je prendrai le contrôle au projet, requérait un plan initial de finissement et de développement en conjonction avec une expérimentation préliminaire de certaines composantes essentielles. Durant cette phase, j'avais prévu d'utiliser nos procédures régulières de recherche et développement militaire pour gérer et vérifier les essais afin de nous assurer que nous pouvions réaliser ce que nous avions prévu dans l'étude de faisabilité initiale. Dans la phase 3, nous avons programmé le développement complet du matériel de l'intégration systémique de tout le projet. Cela comporterait des fusées, des capsules spatiales, tous les véhicules lunaires et de transport et de construction des installations de lancement au site brésilien proposé, et les composants de la base temporaire et de la base permanente de l'avant-poste lunaire. Cette phase comportait également le développement de tous les systèmes de communication, y compris les stations relais, les systèmes de surveillance, ainsi que l'équipement de communication et de protection personnelle que serait utilisé par les astronautes. Enfin, cette troisième phase requérait l'ingénierie de toutes les procédures nécessaires au succès du projet Horizon, telles que les rendez-vous orbitaux, le ravitaillement orbital des véhicules de transport lunaire, le transfert des cargaisons en orbite, ainsi que le lancement et l'essai des fusées cargo. Dans la phase 4, prévue pour 1965, aura lieu le premier atterrissage lunaire, suivi de l'établissement du premier avant-poste d'observation habité par 2 astronautes et de la construction des logements et postes de travail préliminaires de l'équipe initiale. Sur les plans, un avant-poste lunaire habité aura été établi à la fin de cette phase. La phase 5 et 6, soit les phases opérationnelles du projet, étaient prévues pour se réaliser sur une période de 2 ans débutant en décembre 1966 et terminant en janvier 1968. Au cours de ces 2 phases, l'avant-poste lunaire passerait des phases préliminaires à la construction des installations permanentes. Pendant ce temps-là, les autres sont en train de faire tout un pitch pour 69. Bon, moi, ça me fait rire. Celle-ci commencerait à surveiller la Terre, établirait une présence militaire par des positions fortifiées et entreprendrait les premières expériences scientifiques. Dans la phase 6, basée sur le succès de l'avant-poste permanent et sur l'exploration du terrain lunaire, l'armée projetait d'étendre l'avant-poste par d'autres installations et de faire des rapports sur les résultats des tests chimiques et biologiques, ainsi que sur les premières tentatives pour exploiter la Lune comme entité commerciale. L'armée croyait également, parce que c'était ainsi que nous pensions rembourser à la division recherche et développement les énormes coûts encourus. J'imagine. Que nous pourrions remettre des millions de dollars dans les coffres fédéraux en exploitant la Lune, peut-être par le même type de contrat de location de terrain que le département de l'Intérieur accorde couramment pour l'exploration minière et pétrolière. Le projet Horizon esquissait également le développement d'une station orbitale terrestre comme projet auxiliaire pour soutenir les missions d'atterrissage lunaire. Sous les spécifications station orbitale, développeur du projet militaire proposait le lancement et l'assemblage d'une plateforme orbitale simple élémentaire, mon cher Wilson, alors qui fournirait aux astronautes en route vers la Lune un lieu de rendez-vous pour l'échange et l'augmentation de leur charge utile, leur ravitaillement et le second lancement de leur vaisseau. Cette station spatiale serait également importante lors des premiers stades de l'expédition de cargaison où les équipes militaires pourraient en effectuer le chargement dans l'apesanteur plus rapidement et plus facilement que sur la Terre. La cargaison serait expédiée séparément, voyagerait dans l'orbite terrestre avec la station, puis serait rassemblée par des équipes qui vivaient dans les cabines de leur vaisseau plutôt que dans la station spatiale, qui reviendrait sur la Terre quand le ravitaillement et le réassemblage des charges utiles seraient terminés. Si la station spatiale préliminaire
était un succès. L'armée envisageait une installation plus élaborée et plus sophistiquée qui aurait sa propre mission scientifique et militaire et servirait de station relais pour les équipes revenant de l'avant-poste lunaire ou s'y rendant. Cette station jouerait d'une capacité militaire accrue et permettait aux États-Unis de dominer l'espace, d'aveugler les satellites de l'ennemi et de neutraliser ses missiles. L'armée considérait aussi cette station spatiale sophistiquée comme une composante d'un système de défense élaboré contre les extraterrestres, particulièrement si les militaires réussissaient à développer de puissants lasers à l'arme à faisceau de particules qu'il avait vu à bord du vaisseau de Roswell. Technologie par la suite qu'ils ont récupéré évidemment. Sur le plan de l'armée, cette station spatiale servirait de plateforme pour les essais des armes terre-espace, qui selon le général Trudeau, si j'étais d'accord avec lui, serait surtout dirigée contre les extraterrestres hostiles qui constituaient la véritable menace à notre planète. Dans son plan pour établir une structure distincte d'administration et de gestion de l'intérieur de la structure de l'armée, le projet Horizon était conçu pour être la plus grande opération de recherche, de développement et de déploiement de toute l'histoire de l'armée. Plus gros que le projet Manhattan, le projet Horizon aurait pu facilement devenir une unité entièrement distincte à l'intérieur de l'armée. Comme tel, le projet fut perçu comme une menace immédiate aux autres branches militaires ainsi qu'aux agences spatiales civiles. La marine possédait son propre plan pour établir des bases sous-marines qui exploiteraient les possibilités commerciales et scientifiques des profondeurs océaniques, tout en constituant une importante défense contre la menace des sous-marins nucléaires soviétiques. Nous soupçonnions que le plan de la marine, tout comme notre projet de base lunaire, lui procurait également la capacité de surveiller les objets sous-marins non identifiés. Oui, on y arrive aussi. Et c'était bien ce que les EBE envoyaient sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses observations sous la mer d'objets incroyables qui sortent de l'eau, enfin ce que tu veux. Bon. C'est bien ça. Nous soupçonnons que le plan de la marine, tout comme notre projet de base lunaire, lui procurait également la capacité de surveiller les objets sous-marins non identifiés. Si c'était bien ce que les EBE envoyaient sur la Terre. Malgré l'opposition civile au plan de l'armée, le général Trudeau écrivit que l'armée n'avait pas le choix de défendre son projet de base lunaire. La communauté de renseignement des États-Unis croit que l'Union soviétique pourrait faire atterrir une mission habitée sur la Lune après 1965. Les soviétiques, disait-il, pourraient proclamer la surface lunaire comme territoire soviétique, ce qui risquerait de précipiter une nouvelle guerre si les États-Unis essayaient aussi d'établir leur présence là-haut. Arriver en deuxième n'était pas une option, comme le Congrès l'a noté. Poursuivait le général Trudeau, nous sommes pris dans un courant et nous n'avons pas le choix de procéder. Cependant, malgré tous nos efforts pour faire financer et développer le projet Horizon, nous en avons été empêchés. Le programme spatial de la nation était devenu la propriété de l'agence spatiale civile, la NASA, qui possédait son propre programme d'exploration spatiale. Nous réussissions à mener à bien des projets discrets comme le projet Corona. Corona, c'est marrant ça. Corona, virus. Mais cela n'accordait pas à l'armée l'autorité nécessaire pour établir une base lunaire dans le cadre du projet Horizon. Je suis devenu l'homme de pointe du général Trudeau à Washington pour ce projet. J'ai fait du lobby en sa faveur et il devint également une couverture efficace pour tous les développements technologiques qui étaient issus du dossier Roswell et que je supervisais. Faut pas demander tout ce qu'ils ont récupéré. Personne ne savait dans quelle mesure la technologie de Roswell serait finalement développée à cause des questions militaires soulevées implicitement par le projet Horizon quant à la présence des extraterrestres et à leurs intentions hostiles. Après un an à la Maison-Blanche, le président Kennedy vit aussi la valeur du projet Horizon, même s'il n'était pas en position de démanteler la NASA ni de lui ordonner de céder à l'armée le contrôle et le développement d'une base lunaire. Je pense toutefois que nous avons fini par lui faire admettre notre point de vue, car il a su saisir l'importance d'une base lunaire peu après que j'eus témoigné devant le Sénat lors d'une séance ultra secrète portant sur l'infiltration de la CIA par le KGB et sur le fait que l'agence soviétique dictait certaines évaluations de notre programme propre agence de renseignement depuis bien avant la guerre de Corée. Le ministre de la Justice Robert Kennedy, qui avait lu mon témoignage secret, me demanda d'aller
le voir au département de la justice. Ce jour-là, nos esprits se sont rencontrés. Je sais l'avoir convaincu que les renseignements officiels reçus des agents sur le président étaient non seulement erronés, mais qu'ils l'étaient délibérément. Robert Kennedy a compris qu'au Pentagone, je ne sais pas si c'est Robert Kennedy Jr. Bon bref, non, nous n'étions pas une simple bande peut-être de vieux soldats désirant une autre guerre. Il a compris que nous étions conscients qu'une menace réelle et que les États-Unis étaient vraiment compromis par une infiltration soviétique de leurs agences les plus secrètes. Nous avons parlé ni de Roswell ni d'extraterrestres. Donc déjà, ils savent très bien que Roswell extraterrestre, voilà, on ne va pas parler de ça parce que voilà, on le sait, mais bon, on va enfermer notre... Voilà. Voilà, ça forcément. Sans rien lui dire à ce sujet, j'ai pu le convaincre que les soviétiques gagneraient la guerre froide avant la fin de la décennie s'ils arrivaient sur la Lune avant nous. Bobby Kennedy soupçonna l'existence d'un autre programme de l'armée parallèlement à l'établissement d'un avant-poste lunaire à des fins militaires, scientifiques et commerciales, et sans reconnaître ce programme, il promit d'en parler au président. Je peux seulement dire que ce fut pour moi une réussite personnelle quand le président John Kennedy annonça à la nation peu après ma rencontre avec Bobby au département de la justice que l'un de ses objectifs était que les États-Unis envoient une mission habitée sur la Lune avant la fin des années 60. Il avait compris. Peut-être ne laisserait-il pas l'armée créer un autre projet Manhattan, car il s'agissait d'une autre époque et d'une autre guerre. Mais je crois que Jack Kennedy avait saisi les conséquences réelles de la guerre froide et ce qui aurait pu se produire si les Russes avaient déplacé avant nous un module habité sur la Lune. De la façon dont les choses ont fini par se passer, ce furent nos expéditions lunaires successives au cours des années 60 qui non seulement ont retenu l'attention mondiale, mais ont aussi démontré à tous nos ennemis que les États-Unis étaient déterminés à délimiter leur territoire et à leur défendre la Lune. Personne ne désirait une guerre ouverte, particulièrement les EBE, entités biologiques extraterrestres, qui tentèrent de très nombreuses fois de nous éloigner de la Lune et de leur propre base lunaire. Bah oui, ils frôleraient nos vaisseaux à toute vitesse, interféraient dans nos communications et chercheraient à nous intimider par leur présence physique. Nous avons néanmoins persévéré. Finalement, nous avons atteint la Lune et avons envoyé assez de missions habitées pour défier les EBE. Quant au contrôle de notre ciel et de notre sphère de l'espace, cette même sphère dont parlait le général Trudeau dans son mémorandum du projet Horizon 10 ans plus tôt. On arrive à la fin, ça va faire pratiquement 3 quarts d'heure comme l'autre. Même si sa proposition prévoyait un atterrissage sur la Lune en 1967, elle présupposait que l'armée créerait dès 1959 une bureaucratie pour gérer cet effort et construire le matériel. En raison de l'existence de la NASA et de la gestion civile de l'exploration spatiale, les États-Unis ont mis plus de temps à atteindre la Lune que nous l'avions présumé à l'origine. Et bien sûr, ils n'ont jamais construit de base permanente que nous avions prévue dans la procédure originelle du projet Horizon. Bon, même si je n'étais plus dans l'armée en 1969, je savais que notre succès à explorer la Lune avait démontré que nous exercions le contrôle et que les EBE ne régneraient pas impunément dans notre ciel. Ce succès démontra également que s'il y avait des ententes à conclure, des relations à substitution à établir, les soviétiques n'étaient pas les partenaires idéaux. Au début des années 70, alors que les missions lunaires Apollo se poursuivaient, il était évident que le vent avait tourné et que nous avons obtenu l'avantage que nous recherchions au cours des années 50 dans notre relation avec les extraterrestres. Bon. En 1961, alors que je regardais sur mon bureau l'énorme rapport sur le projet Horizon et que je réalisais que tout l'établissement scientifique civil se mobilisait contre cet effort, je savais que nous devrions nous contenter de petites victoires avant de remporter les plus grosses. Je sortis alors les galettes de silicium gravées que nous avons récupérées de l'épave du vaisseau spatial de Roswell, et je me dis qu'elles pourraient faire l'objet de mon prochain programme de développement. Je n'avais aucune idée de leur fonction, même si les scientifiques des terrains d'essai de White Sand avaient raison quant à ce qu'elles présageaient. Ce serait une victoire dont nous nous réjouirons longtemps une fois terminées les luttes politiques autour du projet Horizon. Et je coupe là, c'est pratiquement le même temps. Parce que là, après, il y a des trucs énormes à lire. Je ne sais pas si je vais... Parce que là, c'est vachement long. Bon, alors il y a beaucoup de choses à lire. Il y a beaucoup, c'est toujours 3 quarts d'heure. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, par contre, il va être très très long. Peut-être encore plus long. Et je vais voir.
Oui, je ferai un troisième. Troisième. Et celui-là, il va être. Je préfère pas le dire. Ça va être quelque chose aussi. Là, ça va être quelque chose. Ça va être du très lourd aussi. Voilà, donc je coupe là. On aura un troisième chapitre que je dirais. Complet. Ok. Et puis à bientôt. Très belle vidéo en perspective. C'est marrant parce que j'ai fait une connexion avec les programmes sociaux secrets. D'ailleurs, j'attends fermement le prochain livre, le programme sociaux secret 4, hein, les extraterrestres, programme chinois. Ça va être très intéressant. Il y a 75 ans, 80 ans. Et voilà, ça, c'est un truc que j'attends beaucoup aussi. Et voilà, on peut se retrouver dans 2 jours. Je pense 2 jours. Ouais. La puce électronique de Roswell à Silicon Valley. Prochain titre. C'est bon. Bon, je coupe, merci. À bientôt.